comment arriver à développer la pensée critique chez nos élèves. D'autant que maintenant, on a un cours qui est réduit à 50 heures. D'emblée, moi, je vais vous dire que devant l'objectif ambitieux de développer la pensée critique, je demeure toujours humble. Je pense pas que je vais jamais arriver moi-même à être quelqu'un qui a une pensée critique aboutie. Mais je pense pas que mes élèves vont y arriver de façon totale et absolue. Mais je pense que moi-même, je peux tendre vers ça comme enseignant, montrer cet exemple-là, mais surtout, les mettre en action pour qu'ils puissent exercer leurs aptitudes, puis éventuellement pouvoir être eux-mêmes des penseurs critiques. Et puis, la pensée critique, c'est pas seulement une attitude ou une aptitude, c'est vraiment un processus. D'ailleurs, très rapidement, sans tomber dans la théorie, et puis loin de moi cette idée-là, parce que c'est tellement complexe comme question, mais diablement intéressant, je me suis permis de mettre quelques notes, et vous allez voir que quand je vais vous parler de comment on peut y arriver, je vais souvent faire des allers-retours entre ma réflexion sur la pensée critique, puis comment dans la classe on peut y arriver avec certains outils puis certaines modalités. Donc j'y vais. À propos de cette question-là, la pensée critique, comment on arrive en 50 heures, ben déjà s'entendre peut-être sur le concept, il y a une différence entre l'esprit critique et le sens critique. D'ailleurs, dans le programme Monde contemporain, il s'est mentionné qu'une des visées, c'est de développer le sens critique des élèves quand ils vont étudier problèmes et enjeux du programme. Donc, sens critique, la différence majeure qui existe versus la pensée critique, c'est que l'esprit critique est plutôt une attitude devant les choses, ce qui n'est pas mauvais. Tant mieux si on réussit à aller dans ce sens-là dans le programme de Monde, dans leurs apprentissages. Mais ultimement, la pensée critique, c'est vraiment un processus de pensée. Et ce processus de pensée critique-là, il exige une rigueur intellectuelle parce que ça nous amène ailleurs que dans nos réflexes naturels, dans notre façon de penser habituelle. Ça nous demande des remises en question, ça nous demande de considérer plusieurs informations, etc., etc. Donc, je vais y aller avec un peu de visuel, mais grosso modo, il faut valider ses sources. En monde contemporain, d'où vient l'information. Puis les sources, si c'est pas seulement les sources, les médias, là, ça peut être les enseignants, d'où vient mon opinion, mes parents. Donc, être conscient d'où me viennent mes opinions, quelles sont les sources, puis est-ce qu'elles sont valides. Tellement important actuellement aussi avec les médias et les fake news, mais avec l'ensemble des phénomènes comme les théories du complot sur les médias sociaux. Donc, tellement important de valider ses sources. Aussi, une réflexion sur ses propres opinions antérieures, ses préconceptions, les préjugés qu'on a, sur quoi mon opinion est-elle... c'est pas grave d'avoir une opinion d'emblée, puis probablement qu'elle n'est pas mauvaise en soi, mais il faut avoir le réflexe de se questionner sur ses opinions, puis voir à les revalider, les re-questionner, et puis continuer. Dans le fond, c'est ce que j'expliquais, c'est vraiment un processus. Un processus qui exige beaucoup d'inférence, induction, déduction. D'ailleurs, je vous propose d'aller voir déjà un truc que moi je fais quand on visionne dans mon cours ou dans mes cours avec l'équipe, les enseignants, quand on visionne un documentaire ou un film, pour faire des inférences, souvent, plutôt que d'arriver avec un questionnaire qui est tout fait dans l'ordre chronologique du film, puis où est-ce qu'on demande en quelle année est arrivée telle chose, en quelle année Jacques Cartier a-t-il mis le pied à Gaspé, puis là l'élève manque l'information, puis il panique, puis il y a une surcharge cognitive, puis là il essaie de voir sur la feuille de l'autre. Ici, c'est plus un cadre d'analyse qui va dans le sens du développement de l'esprit critique ou du processus de la pensée critique. Donc, quand il y a un acteur important dans un film, supposons un groupe de travailleurs qui font une grève, l'élève pourrait écrire le groupe de travailleurs qui fait une grève, et par la suite, c'est sûr que la première fois qu'on fait ça, moi je les aide beaucoup puis on le fait ensemble, mais plus l'année avance, plus ils sont autonomes. Et puis ensuite, quelle opinion les travailleurs ou les travailleuses, le groupe de travailleurs et de travailleuses expriment ou quel geste posent-ils, comme ici, c'était une grève. Puis dans leurs intérêts, je parlais d'inférence précédemment, c'est quoi leur but
c'est quoi les objectifs, pourquoi ils agissent ainsi. Généralement, les élèves, la réponse n'y est pas, mais exemple, avoir de meilleures conditions de travail, avoir de meilleurs salaires, etc., etc. Donc, quand on regarde un documentaire, puis même parfois un film de fiction qui veut critiquer une réalité, tout ça, ça va fonctionner. Et donc, cette fiche vidéo-là, la première section est vraiment liée à la compétence 1 en monde contemporain, mais la partie du bas est plus liée à la compétence 2, donc j'y reviendrai peut-être si le temps me le permet. Sinon, je reviens à qu'est-ce que donc la pensée critique. C'est ma réflexion à voix haute, hein. J'ai noté ça rapidement. Tenir compte du contexte d'un phénomène qu'on étudie, d'un problème, d'un enjeu, pour le cas spécifique de monde contemporain. Tenir compte de ses multiples dimensions. Tenir compte aussi d'éléments de relativité, les biais dans les sources d'information, mes propres biais. Ouverture et considération à d'autres opinions. En monde contemporain, ça se déploie notamment avec l'idée du débat. Vous savez que dans la compétence 2, il y a l'idée de débattre, qui peut être faite de différentes façons. Ce n'est pas nécessairement un débat contradictoire. Il y a toutes sortes de façons de débattre. Et puis, quand on lit les auteurs sur la pensée critique, toujours, il y a l'idée que ce processus-là, il est jamais abouti, mais qu'on est toujours en train de le retravailler, puis que c'est autocorrectif, c'est métacognitif. Donc, beaucoup de théories, mais pour ma part, dans le programme Monde, là, déjà en partant, une chose qui est vraiment majeure dans le programme Monde, c'est les multiples dimensions du programme. D'ailleurs, allons juste voir la mention des différentes dimensions du programme. Donc, on parle que les programmes sont multidimensionnels à la page 1 du programme et qu'ils ont plusieurs acteurs comme les États, les groupes de citoyens. On va parler aussi qu'il faut considérer les problèmes, les enjeux. Si on veut les étudier, il faut recourir à des visions ou des perspectives géographiques et historiques, puis à des dimensions également économiques et politiques. Et ça m'amène à vous dire que dans l'idée du processus de construction d'un programme comme Monde contemporain qui est vraiment transdisciplinaire, c'est une approche transdisciplinaire par rapport aux problèmes du monde d'aujourd'hui. Un penseur qui a vraiment influé, ou qui influence beaucoup la vision d'un programme avec avec des perspectives disciplinaires diverses, comme en monde contemporain, peut-être le connaissez-vous, sinon je vous présente Edgar Morin. Il commence à vieillir, je crois qu'il est plus proche de 100 que de 80 ans, mais Monsieur Morin, Edgar Morin, c'est un grand penseur du 20e siècle, et puis lui, il pense que la pensée complexe est plus vaste encore que la pensée critique, et je vous invite à lire ici là, l'extrait, le second paragraphe, là, où est-ce qu'il explique que pour comprendre un problème, il faut nécessairement le regarder dans sa globalité. Et à propos de la globalité ou une approche de globalisation pour envisager des problèmes, il parle d'un mode de pensée ou d'une connaissance parcellaire qui est compartimentée, monodisciplinaire actuellement, qui est un quantificateur qui nous conduit à une intelligence aveugle, dans la mesure même où l'aptitude humaine normale à relier les connaissances s'y trouve sacrifiée au profit de l'aptitude non moins normale à séparer. C'est tout à fait normal d'avoir un regard disciplinaire et de séparer pour comprendre, selon lui, mais ça finit les regards disciplinaires par, comme le cheval, faire des œillères, puis nous empêcher de voir la globalité. Je poursuis. Car connaître, c'est, dans une boucle ininterrompue, séparer pour analyser, effectivement, mais aussi relier pour synthétiser ou complexifier. Donc, la prévalence disciplinaire séparatrice nous fait perdre l'aptitude à relier, l'aptitude à contextualiser, c'est-à-dire à situer une information ou un savoir dans son contexte naturel. Bref, c'est ambitieux, mais en monde contemporain, l'idée, c'est vraiment justement de pouvoir avoir considérer avoir des informations, une critique, une diversité aussi d'opinions, et puis de se mettre en contact avec une pluralité de points de vue, en plus des différents regards disciplinaires, et tout ça avec une rigueur intellectuelle qui est exigée. Ouf! Hey, c'est tout un défi. Et puis, ça en était déjà un pour un cours à 100 heures en 5e secondaire. Est-ce que c'est pour autant mission impossible? Pas nécessairement. Alors, pour aller dans plus le pratico-pratique,
Je vous donne un exemple. Nous, en monde contemporain, pour ce qui est du terme tension et conflit, on met vraiment les jeunes en action. Plutôt que de raconter les zones de tension et conflit, on leur fait un bref topo et puis ils vont devenir un reporter. Eux-mêmes vont être des reporters du monde et puis ils vont aller faire un reportage journalistique. Ils vont trouver les informations, les valider et puis éventuellement même se prononcer, faire un éditorial. Donc, vous reconnaissez la composante du débat. Alors, je vous présente justement le sommaire du travail. Vous voyez qu'il y a les perspectives géographiques et historiques, les dimensions temporelles et spatiales ici, où, quand, quoi, au fil du temps, ligne du temps, donc que les élèves vont devoir faire, considérer des conséquences de nature économique, civile et autres. Aussi, est-ce qu'on doit intervenir ou non dans la zone de tension et conflit? Vous comprenez ici que pour faire ça, ils vont devoir nécessairement pas seulement fonctionner avec leur préconception, mais aller s'informer. Et vous voyez, j'ai une page ici dans laquelle on propose à l'élève, avant de rédiger un éditorial, pour savoir est-ce qu'on doit oui ou non intervenir dans une zone de tension et conflit extérieur. Exemple, nous, on est Canadiens. Ce qu'on leur demande de faire, c'est d'aller lire des opinions de grands acteurs, mettons un État ou un président, un chef d'État, une présidente, des commentateurs, des médias aussi, donc les éditorialistes, les médias d'analyse. Donc, on veut vraiment qu'ils puissent avoir des perspectives différentes avec des acteurs, des commentateurs et des médias, et de trouver des raisons, des arguments, en fait, et puis des arguments pour lesquels on pourrait intervenir ou ne pas intervenir. Et puis, les flèches et le nombre de picots d'étoiles est à titre indicatif. Là, les élèves, ils ont vraiment une démarche d'autonomie. Alors, ce qui me permet de vous dire que ici, c'est possible d'arriver à développer un sens critique ou le processus même de la pensée critique. Est-ce qu'on va arriver à l'aboutissement total? Non. En 50 heures, absolument pas. Mais cet exemple-ci montre que dans une tâche complexe, c'est possible pour les élèves d'aller se renseigner avec des bonnes stratégies de lecture, puis bien guidés, ils peuvent y arriver. Et moi, ça fonctionne depuis des années. Et c'est vraiment des tâches complexes, mais ils doivent être en action, ça c'est certain. À propos des multiples dimensions, aussi pour comprendre un problème d'actualité, je me permets de conclure en vous présentant l'approche transdisciplinaire telle que l'exige le programme Monde contemporain. Un peu, quand mes élèves arrivent en début d'année, puis que j'essaie de leur expliquer qu'est-ce que ça peut être un programme où on va regarder des problèmes dans toute leur complexité, puis qu'on doit avoir un regard multiple, ce que je leur dis, c'est on étudie le monde d'aujourd'hui, mais comment on réussit à le faire? Est-ce que c'est un cours d'histoire? Parce que souvent, c'est ce qu'ils pensent, ils se disent on est en univers social. Est-ce que c'est comme un ruban qu'on déroule comme une ligne du temps sur laquelle on va expliquer les choses, on va raconter l'histoire d'une façon un peu comme l'enseignant traditionnel peut-être qui s'assoyait sur le coin du bureau et qui faisait une histoire racontée chronologique? La réponse, c'est que monde contemporain, non, c'est pas une approche chronologique et une histoire racontée. Aussi, est-ce que c'est un cours de géographie? La réponse... exemple, savoir toutes les capitales situées sur des cartes, la réponse c'est non, c'est pas de la géographie. Est-ce que c'est un cours avec de la politique? Est-ce qu'on doit connaître tous les États, depuis quand ils sont membres de l'ONU, c'est qui les chefs d'État, des questions de nature politique? La réponse, non, ce n'est pas un cours de politique. Est-ce que c'est un cours d'économique? La réponse, c'est que non, ce n'est pas un cours d'économique au sens où on va regarder à chaque jour comment la bourse fluctue, qu'est-ce qui explique les raisons de la dévaluation d'une monnaie par rapport à une autre ou des concepts d'inflation. La réponse, non, ce n'est pas un cours d'économique. En fait, en début d'année, c'est l'exemple que j'avais pris, c'est la situation à Hong Kong, c'est les autorités qui sont pro-Chine continentale, les autorités en place qui aspergeaient les manifestants d'eau bleue. Alors, j'ai demandé aux élèves pour quelles raisons il y a de l'eau colorée. La plupart répondaient dans les groupes c'est parce qu'on va pouvoir voir les coupables, ça va dans le fond, ça va teinter leur peau. Puis là, il y avait des blagues de schtroumpf. Mais c'était tout à fait vrai, c'est tout à fait ça. Maintenant, c'est où? Leur hypothèse, il n'y avait aucune idée. Là, j'ai un peu raconté c'était quoi. Mais dès qu'on commence à raconter qu'est-ce qui se passe, les événements à Hong Kong, et en ce moment, on est ailleurs que cette image-ci, là, mais c'était en début d'année, on se demande comment on fait pour comprendre le monde d'aujourd'hui comme cette photo-là. Nécessairement, si on a dit que c'est ni de l'histoire, ni de la géo, ni de l'économie, ni de la politique, nécessairement, pour comprendre la complexité,
on va devoir creuser la question, comprendre la santé de l'arbre par ses racines. On va devoir se demander, mais qu'est-ce qui se passe à Hong Kong? Il y a un problème, il y a une contradiction entre la Chine continentale communiste puis une partie du territoire qui est extérieur, qui a déjà été britannique, puis qui a été rétrocédé. Donc, vous voyez déjà, les élèves vont en savoir plus, puis on parle de la rétrocession, que c'est plus démocratique à Hong Kong, puis qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et puis, l'histoire est nécessaire pour comprendre les causes du mouvement de contestation civile actuellement à Hong Kong. Autre affaire, géographiquement, nécessairement, les élèves, parfois, ils savent c'est quoi Hong Kong, ils savent c'est en Asie, mais ils ne savent pas est-ce que c'est chinois, pas chinois. Donc, comprendre c'est quoi la situation géographique du pays, puis la géopolitique aussi par rapport à sa situation, là où c'est localisé, ça peut avoir des impacts aussi, non seulement sur le lieu, mais il peut avoir un effet domino, pensez au printemps arabe. Politique, est-ce qu'il y a un jeu politique? Exemple, la Chine, elle a le droit de veto à l'ONU. Déjà, je peux en début d'année parler du droit de veto pour introduire, il y a de la politique internationale. Nécessairement, la Chine est un joueur trop important au niveau économique pour qu'elle se satisfasse de son seul poids économique. Donc, il y a un jeu politique que la Chine joue et que les États étrangers respectent parce qu'on ne veut pas trop se mêler des choses chinoises puisqu'on est tellement dépendant de nos rapports, notamment économiques avec eux. Donc, il faut nécessairement avoir un regard historique, politique et géographique, et clairement économique, je l'ai déjà évoqué. Les photos ici, les images n'ont pas rapport avec Hong Kong, c'est plus de dire, pour avoir une pensée complexe ou développer la pensée critique, nécessairement, on doit regarder les problèmes et enjeux d'aujourd'hui à travers des prismes différents qui sont ici nos 4 approches en monde contemporain.